Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Aïda qui est campus coordinateur au sein de Publicis et qui va nous dire comment optimiser son réseau professionnel. Hello Aïda. Hello Louisa, tu vas bien? Mais ça va et toi? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, alors déjà j'allais te demander, est-ce que tu es en télétravail? Ouais, je suis en télétravail, là, on le voit derrière, c'est chez Ouais. moi. Je suis pas encore revenue à l'agence, mais ça me devrait tarder. J'ai hâte de revoir mes collègues. Tu m'étonnes, je te comprends. Alors, Aïda, aujourd'hui, tu vas répondre aux questions des étudiants. Tu vas donner des conseils, des tips pour savoir comment développer son réseau professionnel, contrôler sa réputation, mais aussi comment optimiser son LinkedIn, qui est un petit peu le premier réseau d'excellence pour networker. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tips, de tutos sur votre avenir pro ou des jobs, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Aïda, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et nous en dire plus sur ton parcours pro, mais aussi académique? Alors oui, alors moi j'ai un parcours très universitaire, donc j'ai une licence information et communication à l'université Paris 8, où j'ai effectué plusieurs stages du coup, notamment dans les relations presse et en tant que chargée de communication. Ensuite, j'ai continué dans un master toujours à la fac à Nanterre, en communication rédactionnelle dédiée aux multimédia. Et ensuite, un master 2 en alternance au sein d'une école, donc Paul Paris Alternance, comme son nom l'indique, c'est en alternance. Et j'avais mes missions d'alternance au sein d'une ESN où j'étais community manager dédiée au RH, à la marque employeur, et j'avais une partie un peu relation école. Je travaillais directement avec la campus manager et les chargés de recrutement. Ensuite, j'ai rejoint Publicis Sapiens l'an dernier, où j'étais aussi community manager dédié au RH à la marque employeur, toujours avec cette partie relation école. Et récemment, là, depuis janvier, je suis campus coordinateur pour Publicis Group et je travaille directement aussi avec les chargés de recrutement campus, avec la direction recrutement, avec les chargés de relations entreprises, avec les écoles. Tout ça pour perfectionner notre stratégie de recrutement et de relations école. Voilà. Et c'est pour ça qu'on t'a sollicité pour cela, pour savoir comment optimiser son Exactement. réseau pro. Et d'ailleurs, une des premières questions d'étudiants qu'on a reçues, c'est quel est le meilleur moyen pour développer son réseau professionnel quand on est tout juste étudiant et qu'on a peu d'expérience? Alors, il n'y a pas vraiment de meilleur moyen. Déjà, de réfléchir réseau, c'est très bien. On n'a pas forcément le réflexe, en fait, en tant qu'étudiant, de se dire, je vais construire un réseau. La première fois qu'on y pense, en général, c'est lorsqu'on est confronté à une recherche de stage ou d'alternance ou même de premier emploi. Et là, on se dit, mince, si seulement j'avais un réseau bien construit, j'aurais pu solliciter des personnes. Du coup, il ne faut pas être panique. Il faut juste garder en tête de se créer ce réseau suffisamment tôt. Il ne faut pas hésiter aussi à solliciter les anciens professeurs. Du coup, en général, à l'école ou en fac, ce sont souvent des intervenants qui ont du coup une double casquette et qui sont à côté professionnels dans de grands groupes en général aussi. Il faut se dire qu'ils ont un réseau plus développé que le nôtre et qu'ils ont forcément quelqu'un avec qui nous mettre en relation ou qui peuvent nous aider sur nos CV ou booster nos recherches de stage ou autres. Et donc Et ça, également, pardon. tu demandes, on va dire, c'est moi. Oui, et du coup, il faut aussi garder le contact avec ses camarades de classe pour se dire, voilà, on ne sait jamais ce qu'on va devenir dans quelques années. Peut-être que je pourrais l'aider ou est-ce qu'il pourra m'aider. Et également se rendre sur des salons professionnels ou bien des ateliers CV qui peuvent être également mis en place par des entreprises type APEC. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, on pense pas forcément à solliciter ses profs, qu'on soit à l'école ou en fac. Toi, la meilleure démarche, c'est d'aller voir son professeur et de lui demander s'il peut nous mettre en lien avec d'autres personnes. Quel conseil tu donnerais là-dessus? Alors, en général, bon, ça dépend des professeurs, faut se dire la vérité aussi. Il y en a qui sont plus dans la bienveillance et dans l'accompagnement et d'autres qui n'ont pas forcément le temps. Mais en général, ce sont des demandes qui se font assez spontanément et le professeur, en général, il est assez ouvert dans l'aide en fait envers ses élèves. Surtout quand c'est des cas très pratiques dans les cours, quand il y a vraiment une recherche, par exemple, d'aller solliciter une entreprise pour un cas à traiter, on est forcément en contact avec des pros. Donc voilà, il faut que ça vienne aussi de l'étudiant. Les opportunités, elles ne lui tombent pas dans le creux de la main. Il faut aller vraiment forcer le destin et se dire, bah, de toute façon, le professeur, voilà, je le côtoie 3 à 6 mois dans l'année. Forcément, il y a une relation qui se crée et on peut demander de l'aide à son professeur. Il n'y a pas de honte ou de gêne à avoir à ce niveau-là.
Au pire, il dit non et on continue de vivre. Voilà, au pire. De manière plus générale, quel conseil donnerais-tu à un étudiant enfin, qui puisse optimiser sa recherche d'emploi? Alors déjà, je dirais de se créer un profil LinkedIn, comme tu l'as dit en introduction, c'est un des réseaux phares pour se créer un réseau. Et aussi, ce sera l'endroit où tous les recruteurs vont trouver les informations dont ils auront besoin, s'ils ont besoin justement d'aller rechercher des infos sur vous. Donc, c'est important d'avoir un bon profil LinkedIn et de se mettre en avant là-dessus. Du coup, je peux vous donner quelques tips pour optimiser votre profil LinkedIn, et de là avoir un statut dit expert sur cette plateforme. Ça paraît simple comme ça, mais il faut uploader une photo de bonne qualité et qui nous mette en avant, donc de préférence avec un petit sourire, pas non plus l'éclat de rire, ou la bouche en mode petit sourire voilà, malicieux, donc pas forcément juste sourire qui donne envie voilà, d'aborder la personne. Et également une photo très, je dirais, pro, mais pas trop non plus. Il faut que ça reste un juste milieu cohérent. Il faut éviter tout ce qui est filtre, Snapchat, filtre, voilà, photo. Il faut que ça reste quand même une photo de bonne qualité. Il y a aussi un élément qu'on a tendance à oublier, c'est la photo de bannière, celle dite de couverture. Alors, quand on est en alternance, étudiant en alternance ou jeune diplômé, c'est relativement facile d'avoir une bannière de couverture. En général, on a déjà l'ancienne bannière corpo de l'entreprise auquel on a déjà rejoint. Par contre, quand on est étudiant en recherche de stage, c'est plus compliqué. Il faut se dire quand même que c'est un élément visuel assez fort sur le profil et que ça reste quand même important. C'est l'une des premières choses qu'on voit avec la photo. Donc, il ne faut pas hésiter à se créer sa propre bannière. Donc, ça peut se faire sur des sites internet type Canva ou bien via des logiciels comme Photoshop. On peut aussi en prendre directement sur Internet. Il faut juste veiller à ce que ces images soient libres de droit et le tour est joué. Et est-ce que tu recommandes, par exemple, sur cette bannière, pour un étudiant ou un jeune diplômé qui sera à la recherche d'un stage ou d'un premier emploi ou plus expérimenté, d'écrire sur cette bannière, par exemple, je suis à la recherche d'un tel métier à partir de temps? Tu vois, genre mettre un petit peu l'entête qu'on met généralement dans le CV. Pourquoi pas, après, tant que c'est lisible, clair et que ça ne prenne pas non plus toute l'identité visuelle de la bannière, c'est totalement possible et en effet, ça fait directement sens avec sa recherche, donc il n'y a pas de souci. Je reviens du coup sur mes tips. Il y a également l'URL du profil, donc le fameux lien LinkedIn. Donc, quand on se connecte à LinkedIn pour la première fois et qu'on se crée un compte, ça nous génère automatiquement un lien avec notre nom, notre prénom et plusieurs chiffres à la suite. Il faut justement retirer tous ces chiffres aléatoires pour se faire un lien avec notre nom et prénom. Du coup, ça raccourcit le lien. Alors, pourquoi vous allez me dire? Tout simplement car vous allez remonter dans les recherches Google et vous allez être mieux référencé et sur LinkedIn et sur Google. Donc ça, c'est super pour être visible auprès des recruteurs. Donc, top. C'est très simple pour le faire. Il suffit de se rendre sur votre profil, donc la petite pastille « Vous », et vous allez voir en haut à droite, il y a une section « Modifier le profil et l'URL public ». En 2 minutes, le tour est joué. Il y a également la localisation. On oublie souvent de renseigner cette partie du profil. Donc, déjà, il faut savoir que c'est un des critères de recherche des recruteurs. Donc, ils recherchent par localisation. Donc, c'est important, si vous êtes dans le sud de la France et que vous recherchez en région parisienne, de mettre que vous êtes votre localisation actuelle. Ensuite, vous pouvez préciser dans votre CV ou sur votre résumé que vous recherchez, que vous êtes mobile dans toute la France. Il n'y a pas de souci. Donc, les profils avec la localisation renseignée apparaît 23 fois plus qu'un profil sans avoir renseigné cette partie. Donc, c'est hyper, hyper important de le faire. Ça paraît banal comme ça, mais c'est souvent des petits détails qu'on oublie lorsqu'on remplit notre profil, en fait. Donc, j'embraye du coup sur la partie résumé. C'est la partie où vous pouvez un petit peu parler des aspects personnels. Vous pouvez soit mettre une citation qui met en avant justement les valeurs que vous aimez ou que vous voulez mettre en avant, ou bien pour les étudiants, par exemple, c'est le moment de préciser votre rythme d'alternance, votre contrat, vos disponibilités ou votre mobilité. Donc, c'est des infos que vous pouvez modifier dans le temps, c'est pas figé, il n'y a pas de souci. Évidemment, si vous avez d'autres infos plus précises à donner aux recruteurs pour booster votre
LinkedIn, il ne faut pas du tout hésiter, c'est dans cette partie qu'il faut le faire. Il y a aussi la partie expérience, donc la plus visible sur le profil après la photo et la bannière. Donc là, il ne faut pas hésiter à la développer au maximum. LinkedIn, contrairement à un CV classique, donc on n'a pas de limite de caractère, en fait, vous pouvez vraiment développer et n'hésitez pas dans chaque expérience à indiquer justement les compétences que vous avez pu acquérir grâce à cette expérience. Ça fait un rappel au recruteur. Donc voilà, il a acquéri des compétences en graphisme à tel stage, c'est super intéressant. Ça permet de souligner soft skills et hard skills, hein, c'est ce que tu dis. Exactement. Mais il y a quand même une partie compétences, on va revenir dessus, mais il ne faut pas lésiner dans la partie expérience à les mettre en avant quand même. Ok. Il y a une partie aussi où on peut inclure des photos ou des vidéos. Là, c'est la partie vraiment, si vous avez, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien, si vous avez des vidéos, du contenu visuel à mettre en avant, c'est plus parlant pour le recruteur. Je pense notamment si vous avez participé à des projets ou si vous avez effectué des vidéos de témoignages où vous parlez ou vous donnez des formations, etc. C'est super, parce qu'au moins, c'est du concret. C'est aussi une façon pour le recruteur, avant de prendre un premier contact avec vous, si vous êtes en vidéo, de voir comment vous parlez, comment vous gérez le stress. Ça peut être des éléments, voilà, on n'y pense pas tout de suite, mais pour le recruteur, ça fait peut-être parfois toute la différence. Et excuse-moi, je t'ai recoupé. Non, continue. Est-ce que c'est important pour toi d'activer le petit onglet, le petit bouton en recherche active? Alors oui, pour la recherche active, il faut le faire vraiment quand on est en recherche. Ça ne sert à rien de laisser la fonctionnalité activée si on ne l'est pas, tout simplement parce que côté recruteur, en fait, cette information remonte. Donc, dans la recherche du recruteur, si il y a 15 profils qui ressortent, il y en aura sûrement 5 ou 6 à l'écoute du marché. Donc, ce sera forcément ces 5 ou 6 profils que le recruteur va contacter en priorité parce que plus disposé à écouter la proposition ou à l'écoute du marché, plus disponible à l'instant T. Voilà pour la recherche active. Maintenant, si vous ne l'êtes pas vraiment, ça ne sert à rien parce que vous allez être contacté et voilà, c'est pas top pour le recruteur, vous lui faites perdre son temps et vous, ça vous dérange de recevoir des mails ou des sollicitations. Je reviens sur les tips. Du coup, il y a une partie formation qui est importante aussi. Donc forcément, vous allez renseigner votre parcours académique, mais aussi ça va vous permettre, parce que quand vous le renseignez, ça met par exemple moi pour la fac Paris 8, ça m'a mis toutes les personnes qui ont fait des études à la fac. Donc moi, ça m'a permis de reprendre contact avec des personnes de mon réseau, des alumni, des personnes du corps enseignants et étudiants. Donc, c'est hyper intéressant pour booster votre réseau aussi. Ensuite, il y a la partie compétences. Là, vous les renseignez à la main. Donc, c'est des compétences. Je vous conseille, moi, d'en garder une douzaine grand maximum, histoire vraiment d'avoir les principales du moment. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes compétences qu'il y a 5 ans. Il faut les mettre à jour régulièrement. Il faut aussi demander à son réseau, c'est l'importance de l'entretenir, de les recommander. Donc moi, je vais aller recommander les compétences de Louisa en allant confirmer que oui, c'est une bonne présentatrice, par exemple. Voilà, je pousse le truc, c'est l'exemple le plus concret. Toi, ensuite, Louisa, tu pourras venir confirmer que moi, j'ai des compétences en communication, par exemple. Voilà. Donc c'est un petit peu un procédé, un petit échange qu'on se fait. Il y a aussi la partie recommandation. Donc, en tant que stagiaire, alternant ou même en poste, en premier emploi, on a souvent le réflexe à la fin d'un contrat de demander à son tuteur ou à son manager de nous rédiger une lettre de recommandation. C'est super, ça va vous appuyer vos candidatures en direct. Maintenant, il y a aussi cette fonctionnalité sur LinkedIn où on peut demander une recommandation à l'écrit. Donc ça, c'est top. Au moment où vous allez être hyper crédible sur votre CV, ça va confirmer tout ce que vous avez avancé juste avant, partie compétences et expérience. Donc vraiment, c'est génial, il ne faut pas hésiter à le faire, ce n'est pas une honte de demander, au contraire. Après, évidemment, si ça s'est mal passé avec votre manager, il faut plutôt éviter et se faire tout petit, mais quand même, il faut demander des preuves en fait concrètes. Oui. Ensuite, il y a une partie intérêt aussi, donc là, c'est toutes les pages que vous allez liker, tous les groupes que vous allez rejoindre. Donc ça, c'est important aussi pour se créer un réseau, parce qu'il y a des personnes dans ces groupes et dans ces pages que vous pourrez contacter, puisque vous avez des points en commun. Également, ce sera une partie qui en dit un peu plus sur vous. Lorsque je viens sur un profil LinkedIn et que je vois dans la partie intérêt que la personne aime l'art, la mode ou le sport, et que dans son CV, il y a marqué exactement la même chose, voilà, c'est cohérent. Cette personne, elle doit dire vrai. Je pense qu'elle aime la mode, l'art et le sport. C'est très important d'avoir ces infos renseignées. Cette cohérence. Et j'allais dire,
Est-ce qu'il faut rester, c'était une question, comment rester en contact quotidiennement avec son réseau et comment cibler les bonnes personnes? Mais tu as déjà commencé à le dire, hein, mettre ses formations, voir les gens qui ont fait les mêmes études que nous. Tu m'avais aussi parlé de mots-clés. Oui, c'est simple parce que, en fait, moi, ce que je me dis déjà pour comment bien cibler les personnes et comment garder un contact au quotidien, c'est pas nécessaire d'envoyer des messages quotidiennement à son réseau. Voilà, le fait de liker, de commenter, de partager des publications, c'est une façon de dire, voilà, je vois ce que tu fais, je suis au courant de ce que tu fais, je te soutiens dans ce que tu fais. C'est aussi une façon de dire ça. Maintenant, ce qui peut être bien, c'est de faire aussi un listing des personnes qu'on a un peu perdu de vue sur notre réseau. Faire un listing et se faire une petite organisation et se dire, voilà, cette semaine, j'en contacte 2, 3. La clé, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut toujours trouver un prétexte pour contacter la personne. Sinon, on va paraître trop intéressé et la personne ne voudra pas nous recontacter ou nous parler. Sinon, effectivement, cibler les personnes, comme je le disais, qui ont des points en commun avec nous, qu'on a rejoint les mêmes groupes ou qui recherchent les mêmes postes que nous. Sinon, moi, ce que je fais aussi, c'est recharger directement dans la barre de recherche les personnes qui ont les mêmes postes que moi. Comme ça, je me crée un peu mon petit réseau voilà, d'homologues sur LinkedIn. Ça peut être intéressant aussi d'échanger avec ces personnes-là. Et est-ce que tu peux nous donner des astuces pour contrôler sa e-réputation? Alors, pour contrôler la e-réputation, je n'ai pas du tout des astuces révolutionnaires. Je pense que c'est le b.a.-ba en fait sur Internet. Il faut vraiment se faire une recherche sur nous-mêmes en fait sur Internet. Donc, je vais taper mon nom, mon prénom et je vais voir les éléments qui ressortent, que ce soit des articles, sinon déjà mon profil LinkedIn, est-ce qu'il ressort bien. Ensuite, les images, qu'est-ce qui ressort. Des fois, il va juste y avoir des images qui sont censées être sur mes réseaux perso. Dans ce cas, pas de panique. Soit je les supprime parce qu'elles sont pas d'utilité, ou bien je modifie juste le paramètre de confidentialité. Et là, tout est réglé. Aussi, ce que je conseille aux personnes qui se sont créés des réseaux sociaux assez jeunes, ados, et qui ne les utilisent plus, je pense à certains blogs, par exemple, n'hésitez pas à les supprimer, ça ne sert strictement à rien. Et malheureusement, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut parfois même vous nuire avant de réseauter. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et ce que je peux donner aussi comme petit conseil classique, mais on ne pense pas spécialement aussi parfois, c'est de distinguer ces réseaux professionnels et ces réseaux perso en juste utilisant un petit pseudo. Pas la peine de mettre son nom et son prénom sur ces réseaux perso. On risque de vous retrouver et du coup d'assimiler votre vie perso à la vie pro. Et ça, on n'a pas trop envie en général. Et quand un recruteur est à la recherche d'un candidat, qu'est-ce qui fait vraiment la différence sur les profils des jeunes, sur leur profil en ligne ou sur leur CV? Pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Alors, je pense qu'il y a quand même le fameux pas de faute d'orthographe, pas de faute de frappe, voilà, juste montrer qu'on a relu, qu'on est minutieux. Un CV clair aussi, c'est hyper important. Après, avec des éléments d'infos bien précis, il faut mettre l'essentiel, pas la peine d'en faire trop. Une mise en page aussi simple. Après, ça dépend du secteur d'activité. On peut avoir dans certains secteurs, voilà, on peut se permettre certaines fantaisies, j'ai envie de dire. Mais en général, quelque chose de clair, précis et net, c'est beaucoup mieux pour un recruteur qui passe généralement moins d'une minute sur un CV. Donc, le but, c'est vraiment justement d'aller droit au but. Ce que je peux conseiller aux étudiants aussi, dans les CV, parfois, ils hésitent vraiment à indiquer justement les expériences à l'étranger en se disant ça n'a aucun rapport avec ce que je cherche ou ce que je fais. Il ne faut pas du tout négliger ces expériences parce qu'elles peuvent mettre en avant des capacités d'adaptation, d'ouverture d'esprit, des capacités de langue, par exemple l'anglais. Il ne faut pas du tout hésiter. Donc même si c'est juste un job saisonnier, mettez-le en avant. Pareil pour les expériences de bénévolat, si vous faites partie d'une association sportive, même si ça n'a rien à voir avec votre recherche, mettez-le en avant et surtout dans vos présentations lors des entretiens, pensez à inclure ces éléments. Parce que c'est bien de les mettre sur votre CV, mais c'est bien aussi d'en parler. Sûrement que ça va faire bonne impression, mais peut-être que le recruteur, il ne va pas du tout penser à y revenir. Et du coup, c'est dommage, en fait, parce que comme je le disais, ça met en avant plusieurs qualités. Et voilà, il faut absolument, si on veut se démarquer, sortir du lot. Aussi, sur les CV, surtout les formats PDF, il est totalement possible d'insérer des liens cliquables. Donc, le lien vers le compte LinkedIn, s'il est nickel. Voilà, avec l'URL, bien sûr, raccourci. Et pareil, si vous avez des productions personnelles, un blog, un portfolio, un book, mettez-les en avant, même des mémoires de recherche qui sont en ligne. Ça montre quand même que vous travaillez, que vous êtes sérieux, que vous êtes fier de ce que vous faites. Donc, c'est très important aussi. Et est-ce que, hormis LinkedIn, tu préconises d'autres sites pour constituer son réseau?
Alors, LinkedIn, ça reste quand même le numéro un pour le réseau. Après, il y en a plusieurs. Je pense quand même que Twitter, ça peut être intéressant si on veut prendre voilà, contact avec une personne, on la follow gentiment, ça commence comme ça. Ensuite, on peut aussi regarder son fil d'actualité. C'est une façon de se remettre à la page, en fait. Ça fait très longtemps qu'on a perdu de vue la personne, de se remettre à la page, de se rendre compte, bah, peut-être qu'elle est passée à son compte, elle a changé d'entreprise. Voilà, c'est une façon aussi de réseauter, mais vraiment LinkedIn, pour le coup, pour le développement du réseau, c'est quand même le meilleur que je peux conseiller. Sinon, il y a aussi Facebook, mais là, pour le coup, c'est vraiment pour rester en contact avec ses camarades de classe. On sait généralement, il y a un groupe Facebook qui est créé voilà, par promo, et ça peut être hyper intéressant de garder contact avec ces personnes-là, mais ça reste quand même assez perso, donc voilà, informel, et il faut bien faire attention à, voilà, à la confidentialité, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la réputation. Et une fois qu'on a appliqué tous ces bons conseils, où est-ce qu'on peut trouver des événements de réseautage et surtout comment est-ce qu'on doit se comporter sur place? Alors, je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile d'aller se rendre sur des événements de networking, mais du coup, ce que je peux dire, c'est qu'Internet, c'est vraiment votre meilleur ami. Vous faites des recherches, vous trouvez plusieurs plateformes qui recensent tous ces événements de networking. Je pense notamment à Eventbrite, du coup, qui recense tout ça. Donc, il y a des événements payants et évidemment des événements gratuits. Vous pouvez aller aux deux. C'est hyper simple. Il suffit de s'inscrire. Vous recevez une invitation de confirmation et vous pouvez directement aller réseauter. Il y a aussi les pages Facebook. Donc, il y a des pages dédiées aux recherches d'emploi, premier stage, première alternance, où du coup, vous pouvez être mis en relation avec des recruteurs et aussi des personnes qui vont promouvoir ces événements de réseautage. Donc, c'est hyper intéressant d'être à l'actu. Vous êtes en veille, en fait. Vous voyez ce qui se passe, ça vous vous intéresse pas. Vous pouvez aussi inviter des amis à vous à y aller avec vous si vous vous sentez mieux accompagné, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut juste sur place faire attention quand même à ce que votre prise de parole voilà, ne soit pas dérangée par le fait d'être accompagné par un ami. Il y a également des pages Facebook entreprises où là, c'est plus du recrutement, je ne dirais pas de manière déguisée, mais c'est un peu une préqualification en physique. Là, parfois, il faut envoyer son CV et on a une petite discussion avec un recruteur pour voir juste si effectivement notre profil correspond à ce qu'il recherche et voilà, à se déplacer. En plus, souvent, c'est très sympa, c'est des escape games, c'est des after-work, donc il ne faut pas du tout hésiter. C'est très informel et c'est une façon de recruter qui se fait de plus en plus, donc il ne faut pas hésiter. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a les salons pro, il y a des ateliers autour du CV, autour de l'entretien, donc ne pas hésiter à s'y rendre aussi pour réseauter. Que faire lorsqu'on se rend sur place? Je dirais que c'est comme un entretien classique en fait. Il faut évidemment soigner sa tenue, sa présentation, s'adapter en fonction de l'événement. Si c'est un afterwork, on va peut-être oublier le costard cravate ou le tailleur et plutôt aller dans quelque chose de chic décontracté, se préparer en tant que présentation, voilà, une petite présentation de nous-mêmes de 2-3 minutes, ne pas oublier tous les éléments principaux. Si on a une carte de visite, c'est tant mieux, sinon c'est pas très grave, il y a toujours le profil LinkedIn qui sert de carte de visite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, poser des questions. Poser des questions à la personne avec qui vous échangez. Montrer que vous êtes intéressé par ce qu'elle fait. N'hésitez pas aussi à lui demander des conseils. Et surtout, vous, dans votre présentation, n'hésitez pas à développer le projet professionnel ou vos projets en cours. Ça peut être hyper intéressant. Mais surtout, il faut rester positif. Vraiment, je le dis souvent, c'est ni le lieu, ni le moment de se plaindre de son expérience d'alternance qui s'est hyper mal passée. Donc, je peux comprendre, ça arrive à tout le monde. Mais les personnes, elles ne sont pas là pour entendre ça, en fait, et ça vous donne une mauvaise image, une image négative. On n'aura pas forcément envie de vous recontacter. Et évidemment, ce n'est pas le but du réseautage. Donc, voilà, restez positif. Et tu m'as dit le feedback est très important aussi? Comment? Tu m'as dit le feedback, une fois qu'on a quitté ce lieu-là, Oui, le réseautage, le feedback. c'est hyper important. Alors, soit on laisse passer 2-3 jours et on recontacte la personne sur LinkedIn, ou si vraiment on a eu la chance d'avoir son numéro, on envoie un SMS ou on appelle et on lui dit voilà, on a le prétexte d'avoir participé à cet événement avec elle et on lui dit voilà, bonjour, il y a quelques jours nous avons participé ensemble à cet événement, j'ai été ravie de vous rencontrer, voici mes coordonnées, est-ce qu'on peut discuter autour d'un verre ou d'un café? Pas de problème, là, ça c'est bon. Sinon, vous pouvez le faire aussi en live si vous vous sentez bien en fait avec la personne en lui disant voilà, pour garder le contact, je me permets de vous rajouter directement sur LinkedIn. Voilà, ça peut se faire et c'est hyper important. Et au final,
si vous y allez et que vous reprenez aucun contact, ça n'a servi strictement à rien en fait. C'est sûr. Ça passe déjà très très vite, il nous reste moins de 5 minutes. J'aimerais avoir ton mot de la fin pour les jeunes diplômés, les étudiants, ceux qui sont déjà en poste, sur finalement le contexte actuel. Dans quel état d'esprit, quels sont tes derniers conseils là-dessus? Alors, je leur dirais de pas baisser les bras, de rester positif. Je sais que c'est hyper dur parfois de trouver un stage, une alternance ou un premier emploi. Donc, c'est vrai que le contexte actuel, il n'a pas du tout arrangé les choses. Et par exemple, de se faire un tableau Excel avec toutes les personnes qui vont contacter les entreprises, la date à laquelle ils l'ont fait et de se programmer des relances. Vraiment, je pense que les recruteurs, ils sont beaucoup sollicités, ils sont à fond dans le recrutement, mais voilà, c'est assez compliqué pour eux aussi. Donc, c'est à nous de forcer un peu le destin étudiant. Et également, quand vous postulez dans les annonces LinkedIn, souvent, il y a le nom du recruteur qui est indiqué. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais quand c'est le cas, n'hésitez pas à contacter la personne juste pour lui dire, voilà, pour information, j'ai postulé. Vous pouvez réintégrer le CV et lui proposer voilà, des disponibilités pour un entretien ou même juste préciser des petits éléments sur votre contrat, par exemple, votre rythme d'alternance. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ça peut parfois juste faire la différence par rapport à un CV classique ou une candidature classique. Vous pouvez également faire un post LinkedIn où c'est souvent le cas, je le vois souvent moi, de personnes qui postent leur CV en disant je suis en recherche. Ouais. Et voilà, donc souvent c'est repris, c'est partagé, les gens sont bienveillants, ils n'hésitent pas à le faire, donc n'hésitez pas aussi si vous êtes en difficulté. Également, quand vous avez des refus de candidature, ne baissez pas les bras. Demandez bien au recruteur de vous faire un feedback sur ce qui n'allait pas, sur ce qui allait, quels sont vos points forts, vos points faibles. Ça va vous aider à améliorer vos prochaines candidatures. Et aussi à faire des candidatures spontanées, notamment sur les pages entreprises, sur les pages job teaser et aller regarder ce qui se fait. Voilà, c'est les conseils que je peux leur donner, surtout de ne pas baisser les bras et que voilà, c'est pas encore fini, rien n'est joué et qu'ils gardent le côté positif des choses. La bonne nouvelle, c'est que vous, chez Publicis, vous êtes à la recherche de stagiaires, mais aussi d'alternants. Alors oui, non, on recherche des stagiaires, là, on est en pleine campagne de recrutement de stagiaires, donc généralement des M1 et des M2 ou des stages de fin d'études, voilà, pour les M2, des stages de 6 mois. Donc vous pouvez aller faire un tour sur notre page Job Teaser Publicis Group, vous verrez toutes nos offres de stages publiées. Et pour les alternants, on a un petit peu en décalé, mais ça arrive très prochainement aussi, donc n'hésitez pas à candidater de manière spontanée. Normalement, il y a mon adresse email qui est renseignée, n'hésitez pas je m'occupe de les faire transférer en interne. Et comme l'a dit Aïda, vous pouvez retrouver encore plein de contenus ou d'autres midi expertes sur notre page YouTube, mais aussi, comme le disait Aïda, sur notre page jobteaser.com et nous suivre sur notre page Insta en tapant jobteaser_fr. Aïda, un grand merci pour tous tes conseils qui, je suis certaine, vont aider tous les étudiants qui étaient en train de nous regarder. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. Merci à tous les étudiants d'avoir posé ces questions. Je vous souhaite bon courage. Bon courage à tous pour la suite et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.